Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la transition énergétique à l'occasion de la parution de deux rapports importants. Le tout nouveau scénario Négawatt qui propose une trajectoire de réduction de la consommation et de la production d'énergie en France d'ici 2050 et le rapport 1 million d'emplois pour le climat publié par une dizaine d'associations et de syndicats. Alors, à quoi pourrait ressembler la France après sa mue énergétique ? Plus de pétrole et plus de diesel dans les voitures, plus de chauffage électrique dans les logements, plus de centrales nucléaires, plus de vols aériens intérieurs. Mais alors quoi ? Plus d'économie d'énergie, plus de confort, plus d'emplois, une meilleure qualité de vie nous promettent ces experts. À quelles conditions et à quel coût ? Pour en débattre, je reçois Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Porte-parole de Négawatt, ce collectif d'experts en scénario de système énergétique. Julien Rivoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur du rapport 1 million d'emplois pour le climat et également en charge du secteur des alternatives de la Fédération syndicale unitaire, la FSU. Donc vous êtes militant syndical. Et Michel Colombier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors Yves Marignac, pour commencer, qu'est-ce qu'un négawatt ? Un négawatt, c'est de l'énergie qu'on évite de consommer, d'où le néga. Et il y a différentes façons de le faire. On en distingue essentiellement deux. Une qui est d'être plus intelligent dans les services qu'on demande à l'énergie, c'est-à-dire de ne plus consommer de l'énergie là où elle ne rend pas du tout de service. C'est laisser des appareils allumés, faire plus de distance que nécessaire, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la sobriété. On évite de consommer de l'énergie qui ne rend pas de service. Et puis la deuxième chose, c'est l'efficacité. C'est être plus performant dans nos équipements pour rendre le même service avec moins d'énergie. Et alors, maintenant que vous avez expliqué le Négawatt, qu'est-ce que la compagnie Négawatt, qui est donc ce collectif d'experts qui s'est lancé depuis 2003 dans un travail un peu fou de scénario d'énergie ? Alors l'association Négawatt, effectivement, avec en son cœur la compagnie des Négawatts, qui est un groupe de 25 experts qui interviennent à titre individuel dans ce collectif, depuis 2003, effectivement, essaye de produire des scénarios énergétiques pour la France qui s'appuient sur la mise en œuvre de cette logique d'intelligence sur les services et de performance sur les équipements pour réduire la consommation et aller vers un système plus soutenable. Donc c'est un groupe d'experts extrêmement variés qui comporte des gens qui sont dans des bureaux d'études, des gens qui sont plutôt dans l'administration, des experts indépendants et qui réunit, je pense que c'est ça le point clé, des compétences vraiment très diverses. On a des spécialistes du photovoltaïque, de la rénovation thermique, de la biomasse qui travaillent tous ensemble pour dessiner cette transition du système énergétique. Et donc, en 2012, lors de la précédente campagne présidentielle, enfin même un petit peu avant, vous aviez publié un scénario de transition énergétique qui donc dessinait des trajectoires de réduction des consommations et de la production d'énergie, et aussi une montée des énergies renouvelables, parce que il y a ce triptyque sur lequel les Négawatts insistent beaucoup. Là, cette année, de nouveau présidentiel, nouveau scénario Négawatt. On voit bien que vous essayez de vous caler sur l'agenda politique. On va discuter de pourquoi tout à l'heure. Alors, dans l'introduction de ce nouveau scénario Négawatt, donc qui va de 2017 à 2050, mais ouvre la possibilité, pose la question de l'après également, vous écrivez dans l'introduction que ce scénario démontre la nécessité, la faisabilité et l'opportunité d'engager la transition énergétique. En quoi en apportez-vous la démonstration ? La démonstration de la nécessité, d'une certaine manière, ce n'est pas nous qui l'apportons, c'est l'ensemble des crises auxquelles on est confronté, la crise climatique, la crise de l'épuisement des ressources, et puis toutes les conséquences, les impacts, la pollution par exemple aujourd'hui liée au diesel. Donc il y a évidemment une nécessité de répondre à toutes ces crises. Ce que le scénario apporte, c'est la démonstration de la faisabilité dans la mesure où on s'appuie sur des hypothèses très raisonnables, réalistes, d'évolution du système sur le temps long. Donc on essaye de montrer que dès lors que, dès aujourd'hui, on met nos actions dans la bonne direction, on peut transformer le système pour aller vers quelque chose qui est 100% renouvelable et décarboné.
et donc qui répond à ces crises. Et puis, quand on regarde en termes d'impact ce que produit une telle trajectoire, qui répond donc à cette nécessité, eh ben, on se rend compte qu'elle réduit tout un tas d'impacts, y compris d'usage des sols, etc. Et que du point de vue économique, elle représente des gains pour l'économie française, elle représente de la valeur ajoutée dans les territoires et elle représente des centaines de milliers d'emplois créés. Donc effectivement, c'est une nécessité à laquelle il faut répondre. Il est faisable et il reste temps de le faire, même si l'horizon s'est resserré. Et c'est porteur de bénéfices économiques et sociaux, donc c'est une véritable opportunité. Alors, le scénario, je pense que ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent doivent commencer à s'en douter. On voit bien, c'est un travail qui est extrêmement touffu, qui décrit tous les secteurs d'activité économique, mais aussi interroge les comportements des citoyens, donc il est multidimensionnel. Néanmoins, peut-on dire que la pierre angulaire de ce scénario, c'est la baisse des consommations d'énergie. Est-ce qu'en prenant un exemple, pour qu'on soit un peu concret et peut-être plus facile d'accès, en quoi est-ce que la baisse de la consommation d'énergie sur un secteur peut avoir les effets bénéfiques que vous commenciez à décrire en préambule? Effectivement, la clé du raisonnement de l'association Négawatt, et donc qui est sous-jacent à ce scénario, c'est bien de dire que les ressources, quelles qu'elles soient, sont quelque chose de précieux, donc qu'il faut économiser. D'abord les ressources non renouvelables, évidemment, et donc on essaye de réduire l'usage des ressources fossiles, mais aussi l'usage des matières premières minérales. Et même pour les ressources renouvelables, on ne peut pas les mobiliser indéfiniment. Donc pour réellement développer les ressources renouvelables à un niveau qui permet de se substituer aux énergies fossiles et aux matières minérales, il faut maîtriser notre consommation, il faut maîtriser notre besoin de ressources. Donc toute la clé, c'est réduire et maîtriser la consommation pour permettre cette substitution. Par exemple, dans le bâtiment, qui est aujourd'hui extrêmement consommateur d'énergie, même si depuis plusieurs années on a introduit de la réglementation thermique. On peut faire des opérations bâtiment par bâtiment pour changer les systèmes de chauffage, mais si on le fait dans des bâtiments qui ne sont pas performants, on va continuer à avoir besoin d'énormément d'énergie et on ne va pas pouvoir fournir toute cette énergie avec des énergies renouvelables. Donc il faut combiner une action globale sur l'ensemble du parc de bâtiments pour rénover les bâtiments et les rendre très performants. Et c'est là qu'on peut, dans le même temps, introduire à la place du chauffage électrique que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est bien sûr le chauffage électrique aujourd'hui par effet Joule, nos convecteurs très peu efficaces, introduire du chauffage électrique beaucoup plus performant avec les pompes à chaleur, introduire du chauffage bois performant en réseau de chaleur, mais on ne peut faire cette opération de remplacer les énergies actuelles par des énergies renouvelables que si on travaille en même temps sur la consommation et le besoin. Alors, vous venez de prendre l'exemple des bâtiments et donc notamment du logement. Là, je me tourne vers vous, Julien Rivoire, parce que quand vous entendez cette description de la transformation d'un système énergétique, dans l'optique quand même, il faut peut-être le redire, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de respecter notamment l'accord de Paris sur le climat, en tout cas les objectifs climatiques auxquels la France est engagée, c'est-à-dire quasiment plus d'émissions de carbone à horizon 2050. Donc c'est quand même un changement gigantesque de notre économie. Ça veut dire aussi des cessations, en tout cas des réductions d'activité de certains secteurs. Et donc vous, Julien Rivoire, quand vous entendez ça, en tant que militant syndical, ne craignez-vous pas que cette mutation énergétique ne détruise des emplois? C'est un risque. C'est un risque qui peut être contrecarré s'il y a une volonté politique et des dispositifs qui permettent justement de prendre en charge les salariés qui seraient impactés et des dispositifs qui permettent justement de sécuriser les salariés. Il y a des propositions qui émanent des syndicats de sécurité sociale professionnelle, de statut du salarié, qui permettraient aux salariés, justement, y compris impactés, de garantir leur qualification, leurs revenus pendant un temps de formation. Mais cela implique effectivement de prendre
prendre l'ensemble des dimensions et d'avoir une prise en compte des dimensions sociales et des enjeux aussi pour les salariés dans leur ensemble. Et donc, dans le rapport que vous avez co-rédigé avec un ensemble d'ONG, d'associations et de syndicats, vous allez assez loin parce que vous dites on peut créer 1 million d'emplois, 1 million d'emplois pour le climat. Alors, si j'ai bonne mémoire, la dernière fois qu'on avait entendu quelqu'un promettre 1 million d'emplois, c'était Pierre Gattaz, c'était le MEDEF, en échange d'allègement de la fiscalité des entreprises. Comment vous expliquez pourquoi 1 million d'emplois? Et par quel mécanisme est-ce que autant d'emplois pourraient être créés selon vous dans cette perspective de lutte contre le dérèglement climatique? 1 million d'emplois, au-delà du chiffre, qui est aussi une forme de slogan pour inviter justement à penser, à espérer dans une période un peu morose sur la question du chômage, c'est d'envoyer un double signal. C'est de dire, face effectivement à la crise climatique, à la crise environnementale, on doit agir et donc revoir nos modèles de production. Cela crée des emplois et on s'inspire, on est dans la filiation, j'allais dire, de tous les travaux de Négawatt. C'est aussi apporter une réponse à une crise durable depuis des dizaines d'années, qui est la crise du chômage, la crise de la précarité, qui impacte profondément notre société. Et donc, c'est de dire, pour la transition, on peut agir de manière positive face à ces deux crises en créant 1 million d'emplois nets. C'est-à-dire qu'on prend en compte effectivement les destructions de ces emplois possibles. 400 000 de mémoire. 400 000, voilà. Alors après, on ne tient pas à jouer sur la comptabilité, mais on se base sur un certain nombre d'études existantes qui nous permettent d'estimer effectivement une disparition d'emplois autour de 400 000. Donc 1 million d'emplois nets, on dit que c'est possible. C'est possible dans le domaine effectivement des énergies renouvelables, dans le domaine de la rénovation du bâtiment, mais pas seulement. C'est-à-dire que la transition, elle doit s'accompagner aussi de principes de justice sociale. Alors, pour la sécurisation des salariés, mais également pour l'accompagnement des initiatives locales. On a besoin d'animateurs, de personnes qui ont des compétences juridiques, techniques, qui permettent d'accompagner un collectif de villageois qui veut mettre en place une coopérative énergétique, par exemple. On a besoin aussi d'accompagnement social pour les ménages en situation de précarité énergétique. Et donc, au-delà des secteurs traditionnels de la rénovation, on a besoin aussi de créer des emplois dans des secteurs liés aux domaines sociaux et au domaine bien sûr de la formation, puisqu'on a besoin aussi de penser la formation professionnelle et la formation initiale en prenant en compte l'ensemble de ces dimensions. Et dans le rapport, vous précisez même une partie de ces emplois, des emplois subventionnés par l'État. Est-ce que vous pourriez décrire un peu le dispositif? Parce que c'est pas, il ne s'agit pas de dire on peut créer plein d'emplois, c'est comment on fait concrètement. Et vous avancez toute une série de propositions en fait sur ces créations d'emplois. C'est à front renversé de la mesure qui consiste avec le CICE à dilapider de l'argent public en direction des grandes entreprises. Et on a le constat 5 ans après, ces 40 milliards par an ont surtout bénéficié aux dividendes des actionnaires, mais ni au salaire des salariés, ni à l'emploi. Donc, ce qu'on postule, c'est qu'il y a nécessité de revoir la logique et de ne pas se fier à la merveille du marché, mais au contraire d'avoir besoin d'une intervention publique. Intervention publique, ce n'est pas forcément que l'État. Ouais. Ça peut être les collectivités territoriales, ça peut être aussi le tiers secteur, des associations, des coopératives, mais avec un besoin de financement qui soit un financement qui soit public, directement injecté, conditionné à la création d'emplois durables, d'emplois qui soient garantis dans leurs conditions, des conditions de travail correctes, un temps de travail garanti, etc., à l'encontre aussi de la précarité. Mais donc ça implique une volonté politique et des politiques directes. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est différentes modalités. C'est des emplois dans la fonction publique, pour la formation par exemple, des emplois effectivement subventionnés dans le tiers secteur, et puis aussi des investissements dans le secteur privé, dans le domaine effectivement des énergies, dans le domaine de l'habitat, etc. D'accord. Alors, Michel Colombier, ça fait au moins 10 ans
que des politiques de transition énergétique se votent au niveau européen. Si on repense au paquet climat-énergie de 2008, et puis il y avait évidemment eu des prémices et ça continuait ensuite. Si on commence à essayer de voir, de tirer un premier bilan de ce qui a été fait, est-ce que le vote de ces politiques de transition énergétique se traduit dans les faits par la baisse de consommation d'énergie et les emplois et les créations d'emplois promises par ces rapports qui, eux, sont dans la prospective? Alors, si on s'intéresse à l'échelle européenne, parce que la discussion qu'on a là, elle était beaucoup centrée sur la France, Tout à fait. mais en fait la même question se pose à l'échelle européenne et se pose même à l'échelle du monde. On travaille nous aussi à l'IDRI avec une vingtaine de pays sur l'ensemble des continents sur les mêmes questions, avec les mêmes motivations. Si on regarde à l'échelle européenne, il y a en effet un cadre européen qui est créé progressivement. Il faut voir aussi que la mise en place de ce cadre européen dans les pays est assez différente. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, je dirais, à l'échelle de l'Europe, on voit en effet déjà un certain nombre de modifications des systèmes énergétiques. Et par exemple, sur les dernières années, on voit une stabilisation de la consommation d'énergie de l'Europe. On voit une évolution du secteur électrique vers une production avec beaucoup plus de renouvelables que dans les années précédentes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est d'assez grandes disparités. Et des disparités à deux niveaux. Évidemment, des disparités entre les pays. Certaines sont assez normales parce qu'on a des pays européens qui sont comme dans des situations très différentes entre, je dirais, l'ouest de l'Europe et l'est de l'Europe qui rattrape encore des modes de consommation, qui rattrape encore aussi des éléments technologiques sur, par exemple, des modes de production qui s'appuient beaucoup sur le charbon. Mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est de voir qu'on a d'assez grandes disparités selon les secteurs et à l'intérieur des secteurs, si je me réfère un peu à ce que disait Yves tout à l'heure, sur quels sont les ressorts de la consommation d'énergie. Et par exemple, on va voir que dans certains pays comme l'Allemagne, qui a engagé une transition énergétique assez volontaire, on a évidemment, et ça tout le monde le sait, une grosse transformation du secteur électrique, mais on voit aussi en Allemagne aujourd'hui une diminution des consommations d'énergie qui s'appuie à la fois sur une très grande évolution de l'efficacité énergétique et aussi sur l'évolution de certains indicateurs comme la mobilité des personnes, la mobilité du fret, etc., qui vont dans le sens de la sobriété dont parlait Yves. Et puis, on va avoir d'autres pays dans lesquels on va voir l'effet technologique de l'efficacité qui commence à se mettre en place, mais pas la deuxième dimension. Et globalement, sur l'Europe, je dirais que pour l'instant, la grande différence, elle est entre l'efficacité et les modes de production d'énergie et les énergies qu'on utilise. Donc, efficacité, peut-être qu'on réexplique. Il y a plus d'évolution sur comment on produit de l'énergie, notamment de l'électricité. Et là, il y a globalement un mouvement vers les énergies renouvelables. L'efficacité, même si on a vu des directives, des cadres européens se mettre en place, on a pour l'instant moins d'efforts et moins de réussite sur cette question-là, sauf dans certains pays, la Suède, l'Allemagne, la France sur certains sujets, mais c'est moins général. Peut-être pointer à ce stade de la discussion un autre facteur qui est important, qui est la question du temps, la question du délai d'action. Et ça, c'est sans doute une des différences entre ce nouveau scénario négawatt de 2017 par rapport à celui de 2012 et par rapport à ceux qui avaient précédé. C'est-à-dire, vous insistez en introduction sur le fait qu'il y a de moins en moins de temps pour agir et que plus on tarde à agir, plus les politiques de réduction des consommations d'énergie et de transformation des systèmes de production devront être radicales. Pouvez-vous expliquer pourquoi, Yves Marignac ? Oui, alors d'abord parce que même si, on vient de le dire, au niveau européen, et c'est vrai aussi en France, on voit sur un certain nombre d'indicateurs des évolutions, des inflexions qui vont dans le sens d'une trajectoire de transition énergétique, maîtrisant les consommations et développant les renouvelables. On le voit aussi, par exemple, sur l'évolution du bâtiment. Il y a moins de maisons individuelles, par exemple, en nouvelle construction, ce qui permet petit à petit de réduire les surfaces moyennes par habitant, etc. Donc on a des indicateurs positifs, mais avec un rythme, disons, d'évolution qui est tout à fait insuffisant par rapport à celui qui est nécessaire pour transformer notre système, nos modes de consommation, nos besoins de consommation et donc ajuster nos productions en lien avec les contraintes qui sont effectivement fondamentales dans tous ces exercices et notamment celle de lutter drastiquement contre le changement climatique et donc de réduire très fortement nos émissions pour arriver à une neutralité carbone en 2050.
Les éléments sur lesquels on joue dans un scénario de transition énergétique, il y en a qui peuvent se modifier assez vite. Par exemple, quand on parle comportement ou sobriété, il y a une mesure dans le domaine des transports qui est celle de la réduction de la vitesse sur les routes et les autoroutes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en œuvre très rapidement. Jouer sur le parc de véhicules pour avoir des véhicules plus efficaces, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en œuvre, même si ça prend du temps de changement du parc relativement rapidement. On peut agir beaucoup plus vite sur les équipements domestiques. Hein, et on voit effectivement en Allemagne, par exemple, la pénétration dans les logements d'équipements électroménagers beaucoup plus efficace et une action, une conséquence immédiate sur les consommations d'électricité. Mais quand on parle bâtiments et rénovation thermique avec un parc de 27 millions de logements, plus le résidentiel, plus le tertiaire sur lequel il faut agir. Quand on parle aménagement du territoire, parce que pour les transports, même si on développe des véhicules plus efficaces, même si on développe des solutions de transfert modal ou des solutions qu'on appelle de véhicules serviciels, c'est-à-dire qui permettent de mieux utiliser globalement nos voitures, le covoiturage pour mieux les remplir, tout ça ne suffit pas. Il faut probablement aussi agir sur l'aménagement du territoire pour réduire les distances qu'on a besoin de parcourir. L'aménagement du territoire, les bâtiments, la transformation du système industriel, c'est des choses qui se comptent en décennies et qu'on ne peut pas, même si on le décrète aujourd'hui, transformer en 10 ans. Donc, par rapport à un scénario de 2012 et aujourd'hui un scénario de 2017, on a choisi de conserver le même horizon de temps, 2050, parce que symboliquement, il nous semble important, mais ça veut dire 5 années de moins pour agir, et la transformation qu'on représentait sur 40 ans, il faut maintenant la représenter sur 35. Donc évidemment, les contraintes sont plus fortes. Et ce qu'on dit, c'est qu'on arrive, en ayant renforcé le scénario, en ayant approfondi l'analyse sur l'ensemble des gaz à effet de serre, on arrive à un scénario de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais si on perd encore quelques années avant de se mettre résolument en action, avec les recettes qu'on applique dans le scénario négawatt, nous ne saurons plus faire. Dans le dernier rapport du GIEC, donc ce rapport des scientifiques du climat qui était sorti juste avant la COP21, il y avait tout un passage aussi sur l'importance du délai d'action et même certains endroits qui arrivaient à la conclusion qu'en gros, les 5 prochaines années étaient vraiment déterminantes dans la mise en œuvre par les États des politiques de réduction de CO2, on rappelle, qui est une action absolument nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique. Michel Colombier, vous avez beaucoup travaillé sur les négociations climatiques ces dernières années et on entend régulièrement cette invocation de l'urgence à agir, mais n'observe-t-on pas en même temps tout aussi mécaniquement l'obtention ou la demande de délais supplémentaires sans arrêt par les gouvernements? Est-ce que là-dessus ça bouge un peu ou est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même enserré dans une sorte de compte à rebours un peu infernal? Alors, je pense qu'il faut voir deux choses. La première, évidemment, il y a une urgence climatique qui est affirmée par le monde scientifique. Cette urgence climatique, c'est en 30 ou 40 ans de changer, de modifier nos systèmes énergétiques pour répondre à cette question-là. 30 ou 40 ans, c'est à la fois un temps court, c'est vrai, mais c'est en même temps un temps qu'on peut mettre à profit pour faire des transitions qui soient des transitions socialement non seulement acceptables, mais qui soient, je dirais, socialement attractives. Donc la question de la transition est importante, parce que parfois, quand on parle de l'urgence, on a le sentiment qu'il faudrait d'un seul coup prendre des mesures radicales, et ces mesures radicales, elles, seraient disruptives de tas de questions, de précarité énergétique, etc. Donc je pense que c'est important quand même de tenir ce discours à la fois, oui, il y a une urgence, mais l'urgence, c'est bien de mettre en place les éléments de politique publique qui nous permettent de s'engager sur ces transitions. Et juste donner quelques exemples pour être concret. Si on compare, je disais, les évolutions sont très différentes entre les pays. Donc, dans les scénarios, on a l'impression qu'il y a des parts d'utopie ou de volontarisme. On dit, il faudrait ci, il faudrait ça. Et une des questions, c'est toujours, est-ce que c'est possible ? L'intérêt de regarder ce qui se passe dans différents pays, dans différents contextes ou dans différentes géographies, c'est de voir par exemple que sur les 10 ou 15 dernières années, en France, on parle sans arrêt d'augmenter la part du fret dans le ferroviaire, et on a l'impression que c'est une utopie, que ce n'est pas faisable. En Allemagne, dans le même temps, elle a doublé.
Donc il se passe bien quelque chose. On est dans le même réseau européen, dans les mêmes échanges économiques sur un marché unique. Et en Allemagne, on passe à 30% de fret, pendant que nous, on diminue la part de fret chez nous. Donc ça, c'est lié à un certain nombre de politiques publiques qui sont à la fois des politiques d'investissement, d'infrastructure. Pour offrir un service public de transport dans une ville, il faut 10, 15 ans avant que ce service soit réellement une alternative à la voiture. Si on demande aux gens de descendre de la voiture alors qu'il n'y a pas d'autre solution, ils ne le feront pas et c'est une contrainte. Si on leur propose de le faire alors qu'on a mis en place des solutions différentes, une ville organisée différemment, un lieu de travail plus proche de l'habitat, etc., c'est possible. Donc ça, je pense que c'est très important. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si on a des gouvernements qui commencent, dans chacune des dimensions de leur politique publique, à se poser les questions de quelles sont les politiques qui doivent commencer à organiser cette transition. Certaines, comme par exemple l'isolation des bâtiments, c'est quelque chose qu'on peut démarrer dès aujourd'hui, je dirais, à l'échelle industrielle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut démarrer des investissements. Pour d'autres, parfois, c'est des politiques d'anticipation sur de quelle formation on a besoin, quels jeunes il faut mettre sur le marché demain. On parlait d'emploi, ce n'est pas juste une question des emplois d'aujourd'hui. Cette transition, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est les personnes nouvelles qui arrivent sur le marché du travail. Encore faut-il former les personnes dont on aura besoin dans 10 ou 15 ans, sinon on va se retrouver avec des cohortes de gens qui n'auront pas de travail et on voudra faire des choses pour lesquelles on ne trouvera pas de salariés. Donc ça, je pense que la discussion qu'on a eue à Paris l'an dernier a quand même beaucoup changé l'approche des gouvernements par rapport à cette affaire-là. Je ne suis pas en train de dire la COP21. Je suis pas en train de dire que c'est fait. Mais on a changé la nature de la discussion. C'est-à-dire que pendant 15 ou 20 ans, on a discuté sur des réductions d'émissions. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais il fallait être vertueux, il fallait diminuer les émissions. Parce qu'on avait une injonction des scientifiques. Dans la discussion, c'était on diminue pas, tu diminues, je diminue, etc. À Paris, on a discuté différemment. On a commencé à discuter d'une économie de la transition. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bénéfique? Comment c'est faisable dans différents contextes? Et c'est pour ça que nous aussi, on a travaillé avec des pays très différents, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, pour se demander dans chaque contexte pays, est-ce que cette transition est possible? Elle est différente, elle a des ingrédients communs, mais elle est différente entre les différents pays, parce que nos transitions ne sont pas les mêmes. Et Paris a mis les gouvernements face à cette responsabilité de concevoir, avec leur société civile, avec le monde économique, des transitions qui puissent nous amener à cette vision nouvelle d'une économie énergétique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en place. C'est évidemment encore tâtonnant. Et puis on a évidemment des événements politiques qui facilitent ou ne facilitent pas ces discussions au niveau international. C'est l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump récemment, ou le Brexit aussi, qui complique un petit peu la donne au niveau européen. Mais je pense qu'on a un changement d'attitude. Et c'est ce changement d'attitude qui est intéressant et qui doit permettre à l'ensemble des acteurs, la société civile, comme les personnes qui sont ici aujourd'hui, mais aussi les agents économiques, etc., de s'emparer de ce changement d'attitude pour se poser la question et mettre en place des politiques au niveau des pays. Alors, Julien Rivoire, c'est quand même, ce qu'on entend là, c'est quand même un sacré défi pour les salariés. À la fois pour les salariés en poste dans leur secteur d'activité et dans les secteurs d'activité qui sont condamnés quelque part à devoir évoluer. Mais évidemment aussi pour ceux pour les demandeurs d'emploi qui sont face à un marché du travail qui va peut-être être bouleversé dans les années qui viennent, en tout cas dans ce mouvement de transition. Qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi auraient besoin ces salariés? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait pour à la fois leur permettre de pouvoir ne pas perdre socialement à cette transition et voire même, soyons fous, d'y gagner de la justice sociale comme vous demandiez au début. Je reviendrai juste avant ça sur ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire la nécessité pour moi d'articuler les enjeux environnementaux et sociaux. Et là, il y a un angle mort dans les politiques publiques encore aujourd'hui. On le constate par exemple, on parlait de la formation. Dans le Conseil national pour la formation et l'emploi et l'orientation, le CNEFOP, 12 ministères sont représentés. On a l'éducation nationale, le budget, etc. Un ministère est absent, c'est le ministère de l'Environnement. Ça nous dit quelque chose de cette incapacité à articuler l'ensemble des dimensions et articuler sociale et environnementale. Et si on n'arrive pas à dépasser cette culture, y compris des politiques en silo, des politiques sectorielles qui n'arrivent pas à lier les différents enjeux, on n'arrivera pas non plus à construire à anticiper la transition. Alors,
De quoi les salariés ont besoin? Peut-être déjà d'être écoutés, d'être entendus. Et donc, ça veut dire que c'est aussi une dimension, c'est être pris en compte. Donc, ça veut dire que leur salaire, bien entendu, mais aussi les conditions de travail, que leurs qualifications actuelles dans les secteurs qui seront impactés par la transition, que leurs qualifications puissent être sauvegardées, transférables dans un autre secteur, etc. C'est-à-dire qu'ils n'y perdent pas et que la transition ne se fasse pas sur leur dos. Alors ça s'accompagne de mesures concrètes, ça s'accompagne aussi d'un discours et de dispositifs qui permettent de mettre autour de la table, y compris les organisations syndicales, quand on parle de transition. Parce que si on prend l'exemple du nucléaire, et le scénario Négawatt ne porte pas uniquement sur le nucléaire, mais c'est quand même un de ces sujets. Et évidemment, en France, quand on analyse la production énergétique, impossible de le faire sans réfléchir évidemment à la question du nucléaire, puisque c'est l'immense majorité encore aujourd'hui de la source de production de notre électricité. Bon, si on prend l'exemple du nucléaire, on voit bien que la perspective de fermer un réacteur, même deux réacteurs, les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, qui était une promesse de campagne de François Hollande en 2012, on s'en souvient, bloque cette perspective-là, bloque sur un élément, c'est la cessation d'activité et le risque, alors en tout cas pour les salariés, pour les syndicats des salariés, et on a vu récemment pour les habitants de la ville de Fessenheim, la peur de la perte d'emploi, les emplois liés à l'activité de cette centrale nucléaire et puis le devenir de ces salariés de la centrale, même si pour une grande part ce sont des agents EDF, et en réalité leurs emplois à eux personnellement ne seront pas perdus directement. Enfin c'est quand même c'est quand même pas si simple. On voit bien qu'on bute, en tout cas le gouvernement, les pouvoirs publics aujourd'hui butent sur une contradiction qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Vous, d'un point de vue syndical et d'un point de vue emploi climatique, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous penseriez souhaitable comme type d'approche qui permette de sortir de ce blocage ? La solution n'est pas simple et dans le rapport, on n'a pas la solution merveilleuse, ce n'est pas le petit bréviaire de la parfaite transition. Ouais. C'est au-delà des pistes toutes simples, c'est aussi une démarche. Et quelque part, au-delà du rapport, nous, ce qu'on construit, c'est une campagne. C'est une campagne qui cherche à faire converger des réflexions, des analyses et des intérêts. C'est les intérêts des habitants avec les intérêts des salariés, d'essayer de réfléchir à quels sont nos intérêts communs. On est salarié d'une entreprise, mais on est aussi habitant du coin et effectivement, on peut rêver d'un avenir plus désirable. Donc, comment à la fois les intérêts des salariés peuvent être conciliés avec l'objectif d'une transition qui soit à la fois juste socialement, mais aussi désirable. Il faut qu'on arrive à construire des espaces qui nous permettent de construire des propositions et de voir comment des associations écologistes, environnementales peuvent porter avec des syndicats une revendication d'un statut salarié que j'évoquais ou d'une sécurité sociale professionnelle, on l'appelle comme on veut, mais d'un nouveau dispositif qui permette de garantir à la fois le revenu, le statut, etc. du salarié. Est-ce que ça, on peut le porter ensemble? Ça ne va pas de soi. Il y a une tradition, une vieille tradition quand même de césure entre ces préoccupations et ces mouvements. Très fortement dans ces sociétés. Et donc, on ne le fera pas juste autour d'une table. Ça va se construire aussi dans des luttes concrètes, dans des rencontres. Ça prendra un peu de temps, mais on a besoin, et on peut y gagner, on a besoin de construire cette dynamique, d'une dynamique d'un mouvement social aussi, qui puisse aussi être plus fort et être en capacité d'imposer aussi aux politiques des mesures de justice sociale et environnementale à même de construire une transition qui soit juste. Il faut du temps pour construire une offre qui permet de demander à l'automobiliste de renoncer à sa voiture. Et ça, c'est à un niveau très trivial. Tout l'enjeu, effectivement, de la transition et toute l'utilité que peuvent trouver des scénarios comme celui qu'on essaye de produire. C'est-à-dire, effectivement, ça passe par du comportement, ça passe par des changements, ça passe par des trajectoires professionnelles. Mais qu'on ne peut pas imposer aux gens sans créer les conditions pour qu'elles soient faisables et attractives. Donc c'est aussi bien pour l'automobiliste, pour notre consommation de tous les jours, que pour notre activité professionnelle, notre mode de vie. On peut produire à travers des scénarios des images à long terme qui sont à la fois compatibles avec
les grands enjeux tels que le changement climatique et qui dessinent une société qui peut être désirable. L'importance d'un scénario, c'est de construire la trajectoire qui permet de les atteindre. Donc le premier niveau, c'est imaginer ensemble quelque chose qui dessine un intérêt commun. Je crois que c'est vraiment fondamental, parce que s'il n'y a pas cette envie d'aller ensemble quelque part, on ne met pas la société en action. Ensuite, identifier les chemins qui permettent d'y aller, et notamment à travers un scénario, voir quel est le poids de transformation de chaque secteur, en cohérence avec un objectif global. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on identifie où sont les problèmes, où sont les difficultés, où sont les besoins d'accompagnement du changement. Et c'est là que l'intervention publique est fondamentale, non seulement dans des investissements pour créer des nouvelles infrastructures, dans des évolutions fiscales qui accompagnent les changements, mais aussi, évidemment, dans la mise en place des politiques de formation et de transition professionnelle. On a besoin vraiment de cette cohérence d'ensemble. Sinon, on agit par secteur en silo et on rate la cible et on ajoute des tensions à la crise qui est déjà dans toute la société. Sans vouloir réduire la notion d'intérêt commun à un instrument purement économique, vous insistez les uns et les autres dans vos travaux depuis plus ou moins longtemps, puis en fonction depuis vos perspectives à chacun, mais vous insistez sur le fait que c'est aussi, là on a beaucoup parlé des créations d'emplois, mais c'est aussi des économies. C'est-à-dire que l'argument qui est souvent opposé à la possibilité de faire advenir une transition énergétique telle que vous la décrivez tous les trois, c'est celle des financements. C'est celle du coût, on n'en aurait pas les moyens, on n'en aurait plus les moyens, ce serait une question pour après, l'urgence c'est le social, etc., etc. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi est-ce que vous allez contre cette hypothèse? Alors, juste, l'urgence c'est le social. C'est un discours. Aujourd'hui, on voit les politiques qui ont été menées, 6 millions de chômeurs, on n'a pas résolu la question sociale, loin de là, vis-à-vis des politiques. Créer des emplois, c'est créer aussi de l'activité, des cotisations sociales pour la sécurité sociale. C'est créer aussi de l'impôt. Ça a un effet d'entraînement pour l'ensemble de l'économie qui est un effet vertueux. Et donc, le coût d'injection, d'investissement, j'allais dire, est très rapidement récupéré. Et deuxième élément pour répondre à justement l'objection, c'est pas possible, ça ne serait pas possible. On a dans notre société, une société très riche et de plus en plus inégalitaire, des niches fiscales qui favorisent les énergies fossiles qu'on pourrait réorienter, et on a une minorité de la population qui se soustrait au principe de solidarité via l'évasion fiscale et la fraude fiscale, c'est ce qu'on dit dans le rapport, en reprenant les évaluations des syndicats des finances. C'est 60 à 80 milliards d'euros qui manquent aujourd'hui aux recettes publiques et qui pourraient permettre d'impulser justement une transition qui soit à la fois juste socialement et écologiquement souhaitable. Michel Colombier. Il faut rappeler quand même aujourd'hui que l'achat d'énergie fossile, si on prend le niveau de l'Europe par exemple, c'est 2 à 3% du PIB tous les ans. Donc c'est une dépense, c'est de l'argent qui part d'Europe pour aller acheter du pétrole, du charbon, du gaz, etc. à l'extérieur. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et macroéconomiquement, la question de la transition, c'est pouvoir en fait se passer de cette dépense modulo un investissement. Donc c'est quelque chose qui peut trouver sa légitimité économique, d'autant plus qu'on a de l'innovation technique dans tous les secteurs. Donc on a aujourd'hui quand même une évolution technologique qui nous permet d'envisager, on n'est pas autant de la chasse au gaspillage il y a 20 ans ou il y a 30 ans quand on avait des crises énergétiques et qu'il fallait répondre à ça par des diminutions du service, etc. On a la possibilité d'y répondre intelligemment, d'y répondre par de l'investissement, donc d'y répondre par de l'emploi, par de l'activité à l'intérieur de l'Europe pour éviter cette dépense. C'est ce que fait tout bon chef d'entreprise. Il se dit, j'ai un investissement, ça peut me permettre derrière d'être plus efficace et de dépenser moins dans mes facteurs de production au quotidien. Il a intérêt à le faire. Donc la difficulté, c'est de mettre ça en œuvre, évidemment, au niveau d'une société, parce qu'on change le fonctionnement traditionnel du système énergétique. C'est d'avoir des gens qui sont des consommateurs d'énergie, d'un côté, et puis d'avoir des producteurs, des gros producteurs qui sont centralisés, qui ont un accès au capital et qui peuvent faire les investissements pour alimenter l'économie en énergie. Et là, on voit bien que ce que Yves décrivait au départ,
c'est que le moteur, le départ de cette transition énergétique, c'est d'abord une transformation de la demande. Et que c'est cette transformation de la demande qui peut, elle, permettre progressivement la transformation de l'offre et un système qui soit moins basé sur les énergies fossiles. Mais la transformation de la demande, ça s'appuie sur une myriade d'investissements décentralisés. C'est vous, c'est moi, dans les choix des véhicules, dans les choix de logements, etc. Donc c'est là où il y a à la fois une difficulté, mais où, ce qui est intéressant, il commence à y avoir un savoir-faire. C'est-à-dire que si on va voir en France, ailleurs, en Allemagne, en Suède, etc., on voit des savoir-faire aujourd'hui de politique publique qui ne coûtent pas nécessairement très cher, mais qui savent mettre cette capacité-là d'investissement, de mobilisation, etc., au service des citoyens, évidemment, mais aussi des PME, des entreprises, des collectivités locales, etc., qui toutes ont ce même intérêt de pouvoir avoir cette capacité d'investir et ensuite de faire finalement des économies d'énergie. Yves Mariac. C'est d'autant plus vrai que cette analyse qu'on fait là au niveau national ou au niveau européen, en fait, quand on descend dans cette action très diffuse et décentralisée, elle se fait au niveau des territoires. Et il n'y a pas de hasard si aujourd'hui les collectivités territoriales sont un des moteurs de cette transition énergétique, parce qu'à l'échelle française, effectivement, on transfère des dizaines de milliards qui sont aujourd'hui dépensés en importation d'énergie fossile dans de l'action sur la maîtrise de l'énergie, donc la rénovation thermique par exemple, dans la mobilisation des énergies renouvelables, dans la transformation, on n'en a pas encore parlé, mais aussi du secteur agricole, qui doit à la fois continuer à nous alimenter évidemment, mais aussi fournir des ressources agricoles pour l'énergie, pour les matériaux. Donc cette mobilisation pour la transition énergétique, elle se fait réellement à un niveau très proche des collectivités, des acteurs dans les territoires. Et c'est pour ça qu'elle est porteuse de sens et que petit à petit, ces acteurs-là, on l'a vu d'ailleurs à la COP21, ces acteurs sont en demande du changement d'attitude de la part des gouvernements dont on parlait tout à l'heure. Il y a un autre point qu'il faut avoir en tête quand on parle du coût éventuel de la transition, etc., c'est que le choix n'est pas entre rester comme on est sans rien dépenser ou consentir un coût pour transformer le système. Le système tel qu'il est, d'abord, génère évidemment pour son fonctionnement des coûts, mais surtout, il est basé sur des infrastructures qui elles-mêmes vieillissent, ont besoin d'être renouvelées, etc. Et donc le choix, il est dans investir dans la transformation du système avec des bénéfices en termes de retombées locales pour l'économie et donc pour le social, et des bénéfices environnementaux, donc moins d'externalités aussi si on ramène ça sur le plan économique, ou investir dans la continuité du système actuel pour globalement des dépenses de même ordre, mais pour beaucoup moins de bénéfices et la continuité des crises. On va arriver vers la fin de l'émission, mais il y a quand même un paradoxe, semble-t-il, qui ressort de ce que vous dites tous les trois. C'est qu'à la fois, on voit bien qu'il y a une expertise qui est précise, qui est documentée et qui permet de faire des comparaisons dans le temps, entre pays, etc. Donc il y a un savoir aujourd'hui constitué et qu'on sent assez dynamique, assez fécond sur la transition énergétique. Et à côté, il y a quand même un vide énorme de discours politiques en France sur ces questions de transition énergétique. Or, on sent bien dans ce que vous dites qu'il y a besoin absolument qu'il y ait un entraînement de la société et que cette transition énergétique ne se fera que si elle est portée à un moment par des citoyens, par des élus, par des responsables, par des ménages, par des familles. Peut-être une question un peu à la volée, comment est-ce que vous verriez une possibilité d'amélioration, quoi? Est-ce que c'est par des luttes comme disait, des luttes sociales, comme disait Julien Rivoire? Est-ce que c'est par du lobbying dans le monde politique? Enfin, comment faire pour que ça résonne davantage? Ma position est le lobbying politique a un certain nombre de limites, notamment parce que les intérêts auxquels il faut s'affronter pour engager une transition ce sont des intérêts importants. On a des grandes entreprises, des multinationales qui n'ont aucun intérêt à la transition. Et donc, on a besoin d'un mouvement social, d'un mouvement de la société civile, on l'appelle comme on veut, mais qui irrigue du local au national, à la fois idéologiquement et politiquement, concrètement,
et qui construit un rapport de force. Voilà, c'est un vocabulaire un peu syndical, mais qui a une réalité. C'est aussi en imposant. Tout en nuançant quand même ce que vous dans votre introduction. On n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui, mais il y a une dynamique. Négawatt existe, ce qu'on propose avec la campagne 1 million d'emplois climatiques existe, il y a des discours politiques qui quand même existent. Donc, et il y a une myriade d'initiatives, on pense à Alternativa l'an dernier, etc., la mobilisation de la société civile au moment de la COP, etc. Donc on a des dynamiques en germe qu'il faut effectivement réussir à amplifier, à dynamiser, et toujours en essayant de marcher, à mon avis. C'est comme ça qu'on arrivera aussi à construire un front fort, en marchant sur nos deux jambes, la question sociale et la question environnementale, toujours liées. Michel Colombier. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a déjà un changement de perspective qui n'est pas évident. C'est-à-dire que, moi je me rappelle quand on était petit, on apprenait quand même la Russie, les États-Unis, l'Europe, en sachant combien on consommait d'énergie, combien on produisait d'acier. C'est ça qui faisait la force d'une nation. Bon, là, c'est un changement total de perspective. C'est de dire la force des nations, elle est ailleurs. Je crois que ce n'est pas encore passé. C'est pas encore passé. Le rôle des gouvernements jusque-là, c'était d'assurer qu'il y aurait assez d'énergie pour que l'économie fonctionne. Et les économies d'énergie, c'était des crises. Donc il y a un renversement total de perspective qui n'est pas facile. Il faut arriver à l'expliquer. La deuxième chose, c'est que on part en général de la question environnementale comme une injonction en disant il faut le faire. Et après, la question, c'est est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable, est-ce qu'on peut le faire passer. Moi, je pense, et on l'avait vu dans le débat sur l'énergie, quand on voit ce qui se passe au niveau de la mobilisation des gens sur le terrain, que de toute façon, transition, il va y avoir. Elle peut être plus ou moins bénéfique pour les gens, mais il y a tout un certain nombre d'autres raisons pour lesquelles il faut souhaiter une transition, mais surtout souhaiter une maîtrise publique de la transition. On a parlé des questions d'équité sociale. Aujourd'hui, les gens qui sont expulsés loin des villes, parce que c'est trop cher de vivre en ville, et on est un pays très polarisé, mais qui néanmoins doivent travailler à 40 km, en fait, c'est eux qui payent la facture du modèle qu'on a aujourd'hui. C'est eux qui, sur des salaires assez bas, dépensent énormément d'argent dans les transports parce qu'ils ne peuvent pas dépenser de l'argent dans un loyer ou dans l'achat d'une maison. Donc là, il y a une inégalité flagrante du système actuel, et c'est aussi à ces questions-là qu'il faut répondre. Donc ce n'est pas juste des injonctions environnementales, et puis il faudrait faire avec. Donc je pense qu'il y a ça déjà, c'est-à-dire que les logiques pour lesquelles on souhaite cette transition ne sont pas encore forcément comprises. Après, il y a des intérêts. Mais il faut bien comprendre là aussi qu'on est en train de faire naître de nouveaux intérêts. Alors, on est comme toujours, il y a une vieille société, une nouvelle société. On a ce débat d'une façon générale sur les questions d'ubérisation, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on est dans un moment de changement et on est dans un moment où il y a des nouveaux intérêts qui naissent. Il y a des intérêts qui sont menacés par cette transition. Et oui, c'est une lutte entre un monde ancien et un monde nouveau. Et je pense que ça, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de citoyens. C'est l'affaire du monde économique aussi d'avoir l'intelligence de se mettre là-dedans, et certains le font. Et c'est l'affaire des dirigeants, pour certains, d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et de l'anticiper si on veut que ça se passe bien. Yves Marignac, pour le mot de la fin. Moi, je crois que ces évolutions, effectivement, elles existent, que c'est en train d'infuser la société, même s'il reste des pans entiers de la société qui refusent ce changement, et puis même si, comme Michel vient très bien de le dire, dans les représentations collectives, l'inversion de perspective n'est pas encore faite. Mais par exemple, nous, à Négawatt, en produisant notre scénario 2017, ce qui nous frappe d'abord, c'est à quel point notre scénario 2011 est encore présent dans le débat, sert encore de référence, et à quel point il a, non seulement il s'est montré robuste, ce dont on est très heureux, mais il a vraiment servi à nourrir le débat pendant toutes ces années, y compris au niveau du débat organisé par le gouvernement sur la transition énergétique, au niveau de la loi transition énergétique, qui, dans son article 1er, dit que la transition énergétique, c'est l'application de la sobriété, de l'efficacité et du développement des énergies renouvelables, et qui fixe des objectifs à moyen et long terme qui sont globalement de même ordre que ceux qu'essaye d'atteindre la trajectoire Négawatt. Donc ce mouvement est en train de se faire. Ce qui manque encore, c'est probablement de rendre intelligible dans le court terme, qui est l'horizon des politiques, l'intérêt et l'utilité de ces actions et de ces politiques publiques. C'est-à-dire que
on fait, je pense, les uns et les autres, émerger progressivement, et un nombre croissant d'acteurs y adhèrent, l'idée que c'est notre intérêt commun d'organiser cette action et d'aller dans cette direction, par nécessité et par opportunité. Mais, on le disait, c'est sur énormément de plans une action qui est longue à mettre en œuvre et qui, dans les premières années, voilà, se heurte à l'inertie du changement sans produire tout de suite les bénéfices attendus. Donc il y a un vrai obstacle pour les politiques à s'approprier ces actions-là et à être capable de les justifier. Je pense que c'est aussi ça le travail qui est devant nous, et en tout cas c'est ce que nous on va essayer de faire autour de notre nouveau scénario. Bien, eh ben, merci beaucoup. On s'arrête là, mais on va suivre si il y a effet dans le débat de notre campagne présidentielle d'ici mai de ces propositions du scénario Négawatt et du rapport 1 million d'emplois climatiques. Merci beaucoup tous les trois vraiment d'être venus à Mediapart pour en discuter avec nous, et à très bientôt.